Le pétrole est l'excrément du diable. Le pétrole, c'est du sang noir. Le pétrole est le sang des dinosaures. C'est le système sanguin de l'économie mondiale. Le pétrole est le sang de la terre. On passe d'une ère où l'énergie est abondante et à bas prix à une ère où l'énergie est rare et chère. En même temps, on se rend dépendant de régimes extrêmement instables, dans des régions très conflictuelles du monde. Faire en sorte que la planète reste dépendante du pétrole le plus longtemps possible, c'est important. Ici, il n'y a pas une personne sur 50, ni même sur 100, qui ait la moindre idée des problèmes auxquels nous allons être confrontés. Chômage en hausse, pauvreté, faillite, famine. Il arrive des tas de choses quand une société s'effondre. On va entrer dans un monde totalement nouveau. On va passer dans une autre dimension. Et ce, dans quelques années à peine. Hello, folks. I'm a carbon atom. And since I'm an essential part of each of the hydrocarbons in crude oil, I'm here to give you the inside dope on gasoline. Le pétrole ne fonctionne pas comme le blé. On n'en cultive pas chaque année. C'est le produit de millions d'années d'histoire géologique. La majeure partie du pétrole de la planète s'est formée durant deux périodes très courtes de réchauffement planétaire extrême, il y a 90 et 150 millions d'années. Les cadavres de végétaux et d'animaux marins qui gisaient au fond de l'océan ont été écrasés par des dépôts successifs de sable. Au fil des années, ils se sont de plus en plus comprimés sous les couches de sable et se sont transformés en hydrocarbures. C'est ce qu'on appelle la maturation des hydrocarbures. Lorsque la matière organique s'est retrouvée enterrée à une profondeur d'environ 2000 mètres, des réactions chimiques l'ont transformée en pétrole. Ces réserves se sont formées au cours d'une brève période de l'histoire géologique. Et nous les épuisons en 1 ou 2 siècles. Un baril de pétrole raffiné, soit environ 160 litres d'essence, se vend un peu plus de $100. Il contient autant d'énergie, autant de travail qu'en fournissent 12 hommes pendant une année. Il faut 25 000 heures hommes de travail physique pour produire la quantité d'énergie contenue dans un seul baril de pétrole. En Irak, extraire un baril du sol peut revenir à $1. En investissant $1, on obtient donc 25 000 heures de travail humain. Le pétrole est une source d'énergie si dense qu'elle est quasiment gratuite. C'est non renouvelable, c'est à très forte intensité capitalistique. C'est sans doute la plus inestimable des ressources naturelles jamais découvertes.
You are about to know the thrill of seeing that which has never been seen before. You are about to enter a beautiful, exciting, wonderful new world, the world of 1960. For the first time in history, you'll see a wonderful new world of Fords. Fine car's the last word in wish it were mine. Car's the dream car of the wonderful new world of Fords. The 1960 Thunderbird. Le pétrole est notre Dieu. Même ceux qui disent vénérer Jésus, Bouddha ou Allah vénèrent en fait le Dieu pétrole. « 70% des barils de pétrole sont transformés en carburant pour les transports, à savoir essence, gazole, kérosène, fioul ferroviaire et fioul maritime. 98% de l'énergie utilisée dans les transports est dérivée du pétrole. La fabrication d'une voiture standard consomme l'équivalent de 27 à 54 barils de pétrole selon les estimations. La fabrication d'un ordinateur de bureau consomme 10 fois son poids en combustible fossile. Celle d'une puce électronique, 630 fois son poids. Pour chaque calorie ingérée aux États-Unis et dans les autres pays industrialisés, on dépense 10 calories d'énergie issue des hydrocarbures. Aujourd'hui, il y a 6,4 milliards d'individus sur la planète. La plupart s'alimentent à peu près correctement grâce à ce qu'on a appelé la révolution verte. Elle a eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle et a consisté en gros à enrichir les terres avec des produits pétrochimiques, des engrais dérivés du pétrole. Farming has changed more in the last 50 years than it did in the previous 1,000. A farmer today can work 5 times the land his father worked and still have time for leisure that his father never knew. The petroleum that runs these modern hired hands has not confined progress in farming to the fields. Life is easier for the farm wife, too. What it comes down to is that the oil industry has to please Mrs. Martin and millions just like her. Already today, she's used some 87 petroleum products, including the plastic bacon wrapper and the wax of the milk carton. She'll top 100 before the day is over. Les liquides obtenus au cours de la transformation et du raffinage du pétrole sont la base de fabrication de tous nos produits pétrochimiques, chimiques, plastiques, pharmaceutiques. Ça fait une foule de choses. Insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth. And you know, it isn't just oil companies that try to outdo each other, competing for the customer's dollar. The same story is true of almost every successful business enterprise on the whole planet. Well, whether you know it or not, every single preparation on this beautiful lady's dressing table, every single thing she is wearing is influenced by oil. Just for fun, let's take away all these articles dependent upon petroleum. Her hand mirror, cosmetics, perfume, and manicure set made of plastics. Her synthetic silk negligee, her silk under... Oh, science can go no further. La mer Caspienne a été l'une des premières régions pétrolifères du monde.
Il suffisait de creuser dans le sol pour trouver du pétrole à bas coût. Mais ça a vraiment décollé lorsque les compagnies occidentales ont obtenu des concessions dans les années 1880. En 1900, 95% du pétrole russe venait de Bakou, en Azerbaïdjan. À l'âge d'or, ces gisements pouvaient produire 5000 tonnes de pétrole brut. Bakou est devenu un immense centre industriel et l'une des villes les plus riches du monde. Where is Daddy, Mommy? Well, Jeff, I'll just show you. We're here in the United States. And Daddy is down here in Venezuela. Here where the Lake Maracaibo oil fields are. That's where Daddy is working, Jeff. And when he finds a place for us to live, we're going down there too. On a découvert du pétrole au Venezuela au début du XXe siècle. Le premier gros gisement a été trouvé en 1914. Le vrai tournant a eu lieu le 16 décembre 1922, quand du pétrole a jailli d'un puits à Cabimas. C'est resté dans l'histoire comme le jour de la pluie noire. L'équivalent de 150 000 barils a giclé vers le ciel pendant 2 ou 3 jours. Et le Venezuela est définitivement entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Pendant un temps, le Venezuela a été le premier exportateur au monde. Le premier producteur mondial, c'était les États-Unis, pas l'Arabie Saoudite ni le Moyen-Orient. Notre puissance militaro-industrielle s'est bâtie en grande partie sur notre immense industrie pétrolière. Nous avons été l'Arabie Saoudite de la planète jusque dans les années 50. Makami a été une ville florissante pendant des années. Tout le monde pensait que ça allait durer toujours. Personne n'imaginait qu'on allait finir par pomper tout le pétrole existant dans cette partie du Texas. Épuiser les gisements, c'était inconcevable, d'autant que le pétrole était partout et touchait tous les aspects de nos vies. Évidemment, aujourd'hui, on sait bien qu'un jour ou l'autre, les réserves finiront par s'épuiser. On ne construit plus ce genre de dinosaures.
Le pétrole est source de conflits. Le pétrole déclenche des guerres. Par exemple, au Soudan, le conflit du Darfour, que tout le monde traite comme un conflit religieux et ethnique, est en fait une lutte pour le contrôle de gros gisements de pétrole situés dans le sud. Le gouvernement du Nord, qui est d'une autre origine religieuse et ethnique, déplace la population pour prendre possession de la région et s'accaparer les revenus du pétrole. Le pétrole a toujours été associé aux guerres. Lors des 2 guerres mondiales, il a joué un rôle très important. Ça a été une raison de faire la guerre, un moyen de la poursuivre, mais aussi de garantir l'approvisionnement. Durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été une guerre de machines, l'approvisionnement constant en pétrole de Bakou a assuré la victoire des Russes sur les Allemands. Dans les années 70, on a connu des problèmes politiques au Moyen-Orient, notamment la guerre entre Israël et l'Égypte avec l'embargo pétrolier. La révolution de Khomeini, le problème palestinien. La guerre Iran-Irak. La première guerre pour le pétrole, ça a été l'invasion du Koweït par l'Irak. L'objectif était clair, prendre possession d'un gisement. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, le pétrole irakien est un géant qui dort depuis de nombreuses années. Ses réserves sont les moins explorées, les moins développées et les moins exploitées. À Washington, pétrole est un mot tabou. Beaucoup de gens vous diront que le pétrole n'a aucun rapport avec la guerre, mais tout indique le contraire. Les États-Unis n'ont pas pris le contrôle des zones abritant des armes de destruction massive. En revanche, ils ont pris le contrôle des gisements de pétrole. Ils voulaient faire entrer en Irak des compagnies américaines qui n'avaient pas eu l'autorisation de s'installer. Des cartes des gisements pétroliers ont été utilisées pour préparer la guerre. Dès 1998, donc longtemps avant la guerre, certains proposaient une intervention comme moyen de garantir l'approvisionnement énergétique des États-Unis. Je ne connais pas les raisons qui ont poussé les dirigeants à lancer la guerre en Irak. Mais beaucoup de gens pensent que la position géopolitique du pays a joué un rôle. L'Irak est au milieu de la plus grande région pétrolifère du monde.
Les Irakiens voulaient se débarrasser de Saddam Hussein et étaient contents que les Américains les y aident. Mais regardez ce qui s'est passé. Depuis le renversement de Saddam Hussein, il n'y a plus d'institutions, plus d'État, plus d'armée, plus de vraie police. Des gens sont enlevés et décapités. Il n'y a plus de loi, puisqu'il n'y a plus d'État. Au lieu de créer les conditions de la paix, ils ont créé les conditions de la guerre. Le pétrole va provenir de régions de moins en moins stables, de pays de moins en moins sûrs, où la production ne sera plus vraiment garantie. Le pétrole nourrit la guerre. Il la catalyse, il la prolonge, il l'intensifie. Ce n'est pas très encourageant. La classification des réserves dépend sans doute des motivations de la personne qui l'a fait. Ça maintient les gens dans le doute, dans l'incertitude. La plupart des chiffres qu'on lit et sur lesquels tout le reste se fonde comprennent les réserves prouvées, plus les réserves probables et parfois même les réserves possibles. Les données publiques sont très trompeuses et très mal comprises. L'OPEP exagère les réserves qui lui restent pour toutes sortes de raisons politiques. Le manque de fiabilité des chiffres officiels concernant les réserves du Moyen-Orient, c'est une vieille histoire. En 1985, le Koweït annonce avoir découvert 50% de réserves en plus du jour au lendemain. À l'époque, les quotas de l'OPEP, autrement dit le volume de production autorisé pour chaque pays membre, étaient fonction des réserves annoncées. Donc plus on annonçait de réserves, plus on pouvait produire. 2 ans plus tard, le Venezuela a doublé ses réserves du jour au lendemain. D'autres pays, y compris l'Arabie Saoudite, ont suivi et ont annoncé d'énormes hausses, uniquement pour protéger leurs quotas de production. Et depuis, ces chiffres n'ont plus bougé. Or, il est totalement invraisemblable que ces chiffres restent stables alors que la production est continue. J'ai posé la même question. Vous produisez 8 ou 9 millions de barils par jour et à la fin de l'année, vos réserves sont les mêmes qu'en janvier et même qu'il y a 10 ans. Ils m'ont répondu, c'est notre stratégie. On produit du pétrole. Pour compenser la production de l'année, on augmente nos réserves prouvées de sorte qu'à chaque nouvelle année, nos réserves soient identiques à celles de l'année passée. Qu'on y croit ou pas, c'est en tout cas ce qu'ils disent. C'est leur stratégie. C'est comme ça que ça marche. Les pays de l'OPEP ne se préoccupent pas de ce qui peut arriver dans 20, 30 ou 40 ans. Seul aujourd'hui les intéresse. Parce que leurs dirigeants sont des politiciens. Ils veulent de l'argent, à dépenser de manière rationnelle ou non. Ils ont des budgets et ils en sont devenus prisonniers. Peu leur importe ce qui arrivera dans 20 ans. Eux seront morts, ils s'en moquent.
On va manquer de pétrole beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent. Si j'ai bien compris, une fois le pic de production atteint, ils auront extrait plus de la moitié du pétrole enfoui dans le sol. Évidemment, avec le temps, on pourrait trouver le moyen d'extraire davantage de pétrole du sol qu'aujourd'hui. On pourrait l'extraire plus lentement. Mais ce n'est pas forcément faisable du point de vue économique. Cela augmenterait considérablement le prix du baril. Mais à un moment, on n'aura plus de pétrole. C'est l'obsession de nombreux producteurs. Ils se disent qu'ils vont atteindre un pic au-delà duquel la production n'augmentera plus et même déclinera progressivement. On y est, on n'y est pas, on en est où, personne ne sait. Ils se basent sur l'exemple des États-Unis. The real saga of petroleum continues at a greater pace than ever. Down in Peru, in California, Texas, Oklahoma, Pennsylvania, millions of workers, engineers, geologists find new reserves, build new rigs, sink new shafts. Les États-Unis ont été le premier producteur de pétrole du monde pendant près d'un siècle, et personne n'imaginait qu'on atteindrait un pic. The pump does not know when midnight comes. Days are the same to it. Each day, every day, it brings us another 24 hours of progress. Building our nation, guarding its security, assuring the future of America. Beaucoup de géologues, pour ne pas dire tous, pensaient que ça durerait toujours. Throughout this half-century, Dr. Hubbard has been a continuous student of energy resources and their implications in human affairs. As long as 20 years ago, Dr. Hubbard was pointing out to his colleagues in the petroleum industry that the United States would probably reach its peak of petroleum production within 10 to 15 years. Toute la profession s'est moquée de lui et a jugé ses prévisions ridicules. Les optimistes de l'époque disaient « c'est absurde, on trouve l'équivalent de 6 barils de pétrole pour chaque baril qu'on consomme. Il n'y aura jamais de pic et encore moins d'épuisement des gisements ». Hubert a vu que la découverte de pétrole avait atteint un pic dans les années 30 et que depuis, elle déclinait. De là, il a extrapolé la production totale de pétrole. Au début, les quantités qu'on découvre augmentent très rapidement. Mais au bout d'un moment, ça ralentit parce qu'il y a de moins en moins de pétrole à découvrir. La courbe finit par s'inverser et redescend comme ça. La production de pétrole donne une seconde courbe en cloche. Elle débute forcément plus tard, puisqu'il faut d'abord trouver des gisements avant de pouvoir les exploiter. Voilà cette courbe de production. Les deux courbes se terminent à zéro. Le pic de la courbe de production est appelé le pic de Hubert. If we've only produced about 50 billion barrels in 100 years, and if we have 100 billion barrels still to go, which is twice that amount, when will there first, how long will it be before there's an oil shortage? The U.S. will hit the peak of oil production in about 10 or 15 years from that date. Et ça s'est produit en 1970, comme il l'avait prédit. En décembre 1970, les États-Unis ont atteint leur pic de production avec 10,2 millions de barils par jour. Ensuite, les prix ont explosé et les activités de prospection et de forage aussi. Dix ans plus tard, on forait 4,5 fois plus de puits de pétrole qu'avant le pic. Malgré cela, notre production domestique hors Alaska était déjà passée de 10,2 millions de barils par jour à 6,9 millions. Il paraît logique qu'en consommant aujourd'hui plus de pétrole qu'on en a trouvé il y a 30 ans, on atteigne ce pic. C'est inévitable. Finalement, les derniers grands gisements qui restaient à découvrir étaient ceux du versant nord de l'Alaska, de la Sibérie et de la mer du Nord.
Ils ont été découverts en 1967, 1968 et 1969. La découverte de pétrole en mer du Nord a été une grosse surprise. Personne ne pouvait le prévoir. La célèbre Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir. Elle réclamait de l'esprit d'initiative et d'entreprise, de l'enthousiasme, de la concurrence, etc. Du coup, évidemment, tout le monde s'est mis à extraire le pétrole à tour de bras. Dans la production de pétrole comme de gaz, l'ironie est que plus on est performant, plus vite on épuise les réserves. Aujourd'hui, le gouvernement britannique reconnaît qu'il deviendra bientôt importateur net de pétrole et que ses gisements seront épuisés en 2020. C'est un énorme changement. Il est totalement impensable qu'on soit passé à côté d'un gisement aussi grand que celui de la mer du Nord. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on se rend compte que le même schéma se reproduit dans tous les pays les uns après les autres. Aujourd'hui, il y a environ 58 pays dont la production a baissé. L'industrie pétrolière a suffisamment exploré la planète pour connaître toutes les zones prometteuses. Elles sont déjà toutes identifiées. On est toujours sur le point de découvrir un nouveau territoire fabuleux. C'est le leitmotiv de l'exploration. Mais d'un point de vue réaliste, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas découvert un bassin important. Je suis optimiste et j'ai bon espoir que l'innovation, la recherche scientifique et la technologie permettent aux ingénieurs de découvrir de nouveaux gisements. J'adore entendre les économistes dire que la technologie et le génie humain vont tout changer. Je leur réponds, laissez la technologie où elle est. J'en connais tous les aspects et on est à court d'idées. On a mis 30 ou 35 ans à développer tous ces merveilleux outils. On a déjà des technologies fantastiques pour trouver du pétrole. On a des études sismiques d'une résolution incroyable. On voit les plus petites formations sur l'écorce terrestre. On a une ingénierie très sophistiquée pour extraire le pétrole. Tous ces merveilleux outils, autrement dit ces techniques de production de pointe, ne sont jamais que des espèces de pailles géantes qui aspirent à grande vitesse la dernière goutte de pétrole facile à pomper. En aucun cas, elles n'augmentent la quantité de pétrole qu'on peut extraire d'un gisement important. C'est de la fabulation. Dans certains cas, l'extraction est facile, rapide et bon marché. Dans d'autres, c'est le contraire. Il y a une énorme différence entre ouvrir les vannes d'un puits du Moyen-Orient, d'où le pétrole jaillit à grands flots, et déterrer du sable pétrolifère au Canada. Là, il s'agit en gros d'une activité minière. La production de pétrole à partir de sable ou de schiste pétrolifère consomme plus d'énergie tirée du gaz naturel qu'elle n'en fournit. Qu'on décide d'exploiter les sables et les schistes pétrolifères montre bien qu'on est près du pic. On ne s'oriente pas vers ce type de gisement avant d'avoir épuisé tous les bons filons.
2 tiers des réserves mondiales se trouvent en gros dans le golfe Persique. Elles représentent 10 fois plus que toutes les autres sources. À l'heure actuelle, la seule région du monde qui n'a pas encore atteint de pic est le Moyen-Orient. La plupart des projections pour 2030 tablent sur une production moyenne orientale de 50 ou 51 millions de barils par jour. L'Iran a atteint son pic de production avec 6 millions de barils par jour en 1978. Depuis, il s'efforce de rester à 3 ou 3,5 millions par jour. Le Koweït s'efforce de maintenir une production de 2,5 millions. On peut peut-être ajouter un demi-million pour les Émirats arabes unis. Donc, pour atteindre 50 millions, il faudrait que l'Arabie saoudite produise 20, 25 ou même 30 millions de barils par jour. Or, cette époque est révolue depuis longtemps. 15 millions de barils par jour, c'est le mieux que l'Arabie saoudite espère pour les 50 ou 100 prochaines années. Au sein du royaume, certaines voix puissantes disent même clairement 12 millions de barils par jour, ça devrait être faisable. Mais il est totalement exclu qu'on puisse produire plus. Ils ont eu une activité d'exploration intense ces 35 dernières années. Mais ça n'a rien donné, à une exception près, à Hatta. C'est le seul gisement important qu'ils ont pu découvrir sur la période 1967-2005. Si l'Arabie saoudite a dépassé son pic de production durable, je dirais clairement que le monde a dépassé son pic d'approvisionnement durable. Atteindre le pic, c'est atteindre le sommet de la montagne. De l'autre côté, la pente peut être douce ou au contraire abrupte. Ce qui compte et qui fait toute la différence, c'est ce qu'on voit de l'autre côté du pic, cette longue pente décroissante qui mène impitoyablement à la vallée. Le problème est que le monde s'est habitué à la pente ascendante de la montagne et qu'il doit aujourd'hui affronter la face opposée. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où quasiment tout le monde reconnaît qu'il y a un pic. Marion King-Huber avait prédit qu'à l'échelle mondiale, le pic serait atteint vers l'an 2000. La date a un peu bougé en raison du choc pétrolier, de la flambée des prix du pétrole et de la récession mondiale, qui a fortement réduit la demande. Si bien qu'au final, c'est aujourd'hui qu'on atteint le pic, d'après beaucoup de gens. Nous arrivons au terme de la première moitié de l'ère du pétrole. Au cours de ces 150 années, on a connu une croissance générale dans tous les domaines. L'industrie, les transports, le commerce, l'agriculture. La population mondiale a explosé. Tout cela a été possible parce qu'on disposait d'une énergie dérivée du pétrole en abondance et à bas prix. La demande est en hausse et l'offre plafonne. Si on veut répondre à la demande, il faut passer de 80 millions de barils produits aujourd'hui
à 120 millions en 2030. Mais pour y arriver, il faudrait ajouter 200 millions de nouveaux barils par jour. Une bonne part de ces nouveaux barils servira à compenser la diminution des puits existants. Au début des années 70, plus de la moitié de la planète ne consommait quasiment pas de pétrole. Les seuls grands consommateurs étaient l'Europe, un peu le Japon, les États-Unis, le Canada et l'ex-URSS. L'Afrique ne consommait pas une goutte de pétrole. Le Moyen-Orient non plus, ni aucun pays asiatique, hormis le Japon. Aujourd'hui, il n'y a guère que la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ne consomme pas de pétrole, et probablement 2 ou 3 îles du Pacifique Sud. Mais sinon, le monde entier essaie de créer une société qui ressemble à la nôtre. La demande d'énergie augmente encore plus vite qu'on ne l'avait prédit il y a 5 ans. Partout dans le monde, les gens voient la qualité de vie qu'on a dans les pays développés et ils veulent la même chose. Ils veulent une belle voiture, une belle maison, la climatisation et un réfrigérateur. Et pourquoi n'y aurait-il pas droit ? La demande d'énergie augmentera uniquement si le niveau de vie de l'Inde augmente, si elle diversifie et dynamise son économie et continue à combler le fossé qui la sépare des nations plus développées. La Chine ne va certainement pas stopper brutalement sa croissance. Sa demande énergétique augmente de manière exponentielle et ça ne fait que commencer. La plupart des citadins chinois pensent acquérir une voiture d'ici 5 ans. La Chine est le marché automobile qui connaît la plus forte croissance au monde. Environ un tiers des Chinois a déjà le permis de conduire. La demande chinoise de pétrole et d'essence va exploser. L'année dernière, les importations chinoises de pétrole ont augmenté de 25%. Aujourd'hui, la Chine est le 2e importateur mondial. Sa consommation de pétrole aurait augmenté de 14,7%, ce qui paraît très vraisemblable pour un pays au taux de croissance annuel de 10%. D'ailleurs, ce taux est multiplié par 2 en 7 ans et par 4 en 14 ans. Leurs besoins énergétiques ne font qu'augmenter. La Chine et l'Inde passent à table alors qu'il ne reste que la moitié du gâteau. Elles vont devoir se battre avec nous pour se partager les restes. Le Hummer est surtout un signe de richesse extérieure. Regardez-moi, j'ai les moyens de me payer un Hummer, je me paye ce qu'il y a de meilleur. Ça consomme environ 23 litres au 100, aussi bien en ville que sur autoroute. 6 litres, 325 chevaux et un couple de 515 Nm. Qu'on le veuille ou non, les États-Unis sont un modèle.
Nous consommons 25% du pétrole mondial, mais nous ne représentons qu'un être humain sur 22 et nous ne possédons que 2% des réserves connues de pétrole. On a une consommation d'énergie effrénée. Ça restera comme ça tant qu'on sera riche et que l'énergie sera bon marché. On dépense plus d'argent pour l'eau que pour l'essence. L'essence est vraiment le liquide le moins cher aux États-Unis. Tant que les prix resteront aussi bas, les Américains ne se sentiront pas concernés. Service that is tops and gas that's extra fine. There's a smile for every mile at the SO sign. E-S-S-O makes your car go. Happy motoring. Actuellement, aux États-Unis, les gens ont l'impression de payer une somme faramineuse dès que l'essence dépasse les 85 cents le litre. Ça revient à 20 cents la tasse d'essence. Ça paraît futile, mais dans une berline américaine standard, on peut mettre 1 à 6 personnes avec des tonnes de bagages dans le coffre et parcourir 2,5 km en quelques minutes pour 20 cents. Si on n'a pas d'essence, on peut louer les services de quelqu'un qui a une voiture à cheval, un vélo ou un pousse-pousse. Mais si on lui propose de nous transporter à plusieurs sur 2,5 km pour 20 cents, il va vous rire au nez. Il faudrait que l'essence passe à, je ne sais pas moi, $5 la tasse. En tout cas, à un niveau à peu près égal à ce qu'on paie pour une foule de produits qui nous rendent moins de services et qui ne sont pas davantage renouvelables. Les populations du tiers-monde ne comprennent pas que les Européens fassent de gros efforts avec des mesures fiscales et des mesures d'économie d'énergie, et pas les Américains. Dans notre pays, il n'y a pas une personne sur 50, ni même sur 100, qui ait la moindre idée des problèmes auxquels nous allons être confrontés. Si on attend le pic de production de pétrole pour entamer la transition, les conséquences économiques seront très graves. Si on anticipe le pic de 10 ans, elles seront graves. Pour éviter tout dommage économique, il faut anticiper le pic de 20 ans. Or, je suis sûr et certain que nous n'avons pas 20 ans devant nous, ni même 10. Nous sommes déjà au pic. Lay the facts out for everybody to see. Pour moi, ceux qui sont en position de fournir une information officielle aux citoyens n'ont pas été totalement honnêtes. Celui qui remporte une élection est celui qui sait le mieux mentir aux citoyens, au sens où il leur dit ce qu'ils veulent entendre, à savoir, l'avenir sera radieux, vous n'avez qu'à me suivre. If our energy resources are properly developed, they can fulfill our energy requirement for centuries to come. What is needed now is decisive and responsible action to increase our energy supplies. Action which takes into account the needs of our economy, of our environment, and of our national security. Dans la Grèce antique, le porteur de mauvaises nouvelles était exécuté. Bien souvent, les hommes politiques qui annoncent de mauvaises nouvelles ne sont pas réélus. Notre système politique est contrôlé par les grandes entreprises. Or, les mesures à prendre pour affronter le problème de manière rationnelle passent par une réduction d'échelle. Vous êtes PDG d'une grande entreprise. Allez-vous soutenir financièrement un homme politique qui dit « Je propose de ralentir l'économie. Il faut vendre moins de voitures, diminuer le trafic automobile et donc les besoins en termes d'entretien de véhicules. Cela entraînera un recul de l'industrie automobile et partant de l'ensemble de l'économie. » Personne ne votera pour ce programme. Moi-même, je ne suis pas sûr de le faire. More than any other country in the world, America is a nation on wheels.
The automobile and the power behind it have been major factors in the growth of our country. We can drive anywhere we want to, at any time, for any reason, including fun. Quelque part, nous sommes victimes de notre succès. Le modèle des banlieues est très problématique parce qu'il implique qu'on vive à 60 ou 80 km de son lieu de travail. Ce n'est viable que si l'essence reste relativement bon marché. Les États-Unis sont un grand pays, mais en plus on a conçu nos villes autour de la voiture. Il faudrait quasiment les reconstruire de A à Z si on voulait créer un réseau de transport public efficace. Le problème est très différent en Europe, où les villes existaient avant l'automobile. Donc oui, la fin du pétrole dont on est si friand sera un coup terrible pour les États-Unis. On a attendu très longtemps et il nous faut trois choses pour agir. La première, c'est de l'argent. Ça ne pose pas de problème. Il suffit d'en emprunter à nos enfants et petits-enfants en accumulant la dette. Mais les deux autres choses ne s'empruntent pas. C'est le temps et l'énergie. Pour garder de l'énergie à investir et gagner du temps, on a besoin d'un programme très ambitieux d'économie d'énergie. Et puisque les États-Unis consomment 25% du pétrole mondial, nous devons prendre la tête des réformes. Nos concitoyens sont patriotes et ont l'esprit d'entreprise. S'ils avaient vraiment connaissance du problème, je suis convaincu qu'ils réagiraient et prendraient les mesures qui s'imposent pour effectuer cette transition avec le moins de casse possible. Si on dit aux Américains, on a sorti une toute nouvelle voiture qui roule à l'hydrogène, vous pouvez aller l'acheter. Ils seront tout de suite partants. Mais si on leur dit que pour s'adapter, il faut qu'ils passent au vélo, ils refuseront. Sunday, July 20th, 1969. Around the world, nearly 1 billion people watched this moment on television as the first man from Earth prepared to set foot upon the moon. Dans les années 60, Kennedy a dit « On va envoyer un homme sur la Lune d'ici 10 ans ». Et on l'a fait. C'était un défi technique incroyable. Si aujourd'hui notre président disait « Je mets nos scientifiques au défi de nous déshabituer des énergies fossiles d'ici 10 ans », je pense qu'on y arriverait. Le problème auquel on est confronté s'apparente sans doute plus à la colonisation de Pluton qu'à l'envoi d'un homme sur la Lune. Si Kennedy avait dit « Dans 10 ans, 100 000 personnes vivront dans des 4 pièces sur Pluton », ça, on n'y serait pas arrivé. Sur les 40 dernières années, aucune administration américaine n'a entretenu des liens aussi étroits avec les compagnies pétrolières que l'administration Bush. C'est aussi celle qui a le plus lié la sécurité énergétique à la sûreté nationale et à la politique étrangère des États-Unis. On ne possède que 2% des réserves, on consomme 25% de la production mondiale. On importe donc énormément et cela a forcément une incidence sur la politique étrangère. Parmi les différents moyens d'assurer notre approvisionnement en pétrole, nos dirigeants pensent que l'approche qui obtiendra le soutien des Américains et créera un monde plus stable consiste à démocratiser le Moyen-Orient. Pour eux, promouvoir la démocratie dans cette région du monde est un moyen de garantir l'approvisionnement en pétrole.
East and West are united in pioneering a new frontier of progress, serving the interest of the Saudi Arabs, serving the interest of the United States, and demonstrating the vitality of the American system of free enterprise. A system which, from this new frontier, is pumping into the trade of the world oil, one of the materials that is making a truly great contribution to our modern civilization. Depuis 1945, la politique étrangère américaine repose sur un échange de bons procédés. Les États-Unis assurent la protection des dirigeants saoudiens en contrepartie de la garantie d'un approvisionnement en pétrole bon marché. Or, aujourd'hui, cet échange est menacé. En Arabie Saoudite, le revenu par habitant était d'environ 28 000 $ il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, il est tombé à 6 000 $. Le niveau de vie moyen des Saoudiens a dégringolé. La population d'Arabie Saoudite est très jeune et il n'y a pas de travail pour tout le monde. Beaucoup de gens ne se sentent pas partie prenante de la société. Ils se sentent aliénés. Il y a beaucoup de tensions entre l'oligarchie qui dirige le pays et la population. Au sein du mouvement fondamentaliste, beaucoup pensent que le régime saoudien est totalement corrompu. Qu'en gros, il vend du pétrole à l'Occident en échange d'armes qu'il utilise contre la population. Le mouvement fondamentaliste est fort et c'est dangereux. Certains terroristes qui agissent en Irak sont saoudiens. C'est une certitude. C'est une formule qui pourrait déboucher sur un vrai conflit. L'Arabie Saoudite prend une direction très dangereuse. La stabilité du pays à long terme est très loin d'être acquise. Si le royaume saoudien s'effondrait, les États-Unis ne resteraient certainement pas les bras croisés. L'Arabie saoudite est bien trop importante en tant que pays exportateur de pétrole. Il y aurait certainement une intervention américaine, malgré la leçon irakienne et tous les problèmes générés par la guerre en Irak. Un scénario qu'on est nombreux à redouter, c'est que les États-Unis aillent tout simplement prendre le pétrole dont ils ont besoin par la force. Ils ne seraient alors plus le même pays et le monde ne serait plus le même. La perspective, ce sont des guerres pour les ressources naturelles qui dureront plusieurs générations. En fin de compte, il n'y a que deux options. La première consiste à militariser l'approvisionnement en pétrole. Pour cela, il faut faire comprendre aux citoyens que s'ils veulent continuer à conduire des 4x4 et à garder les mêmes modes de consommation d'énergie, ils devront enchaîner les guerres, les unes après les autres. L'autre option consiste à se préparer à la fin de l'ère du pétrole bon marché, que tout le monde voit arriver. Il faut investir dans des énergies alternatives qui soient propres et sûres,
et qui ait moins d'effets délétères sur la situation politique et sociale des pays exportateurs de pétrole. Pendant tout un siècle, on ne s'est pas demandé une seule seconde s'il y avait d'autres solutions que le pétrole et le gaz naturel. Les ressources naturelles peuvent s'épuiser, mais pas celles de l'être humain. Je suis convaincu qu'une fois qu'on n'aura plus de pétrole, l'humanité saura inventer de nouvelles ressources pour les transports et l'alimentation. L'âge de pierre ne s'est pas terminé à cause d'une pénurie de pierre. On n'est pas passé du cheval à l'automobile à cause d'une pénurie de foin. Il ne faut pas oublier le génie humain. Actuellement, on se dirige vers la voiture hybride, qui allie un moteur à combustion interne et un moteur électrique. J'ai une voiture hybride. Elle consomme 5 litres au 100. Même à 2,50 $ le litre, je pourrais encore faire le plein et rouler 800 km. C'est pas mal. Même si d'un coup de baguette magique, on pouvait transformer toutes les voitures en circulation en véhicules hybrides, dans 5 ou 7 ans, notre consommation d'essence serait de nouveau au même niveau qu'aujourd'hui. Parce que chaque année, notre économie croît. Et ça se traduit par une hausse de la consommation de pétrole. On va devoir relever de grands défis au cours de ce siècle. La planète compte actuellement 6 milliards d'êtres humains, et peut-être 9 à la fin du siècle. Le problème est énorme. D'ici à 2050, on a besoin d'une nouvelle source fournissant 14 TWh d'énergie. C'est l'équivalent de 220 millions de barils par jour. On a 700 millions de moteurs à combustion interne en circulation dans le monde. L'échelle pose problème. Il faut se demander ce qui peut remplacer les combustibles fossiles dans les transports. La solution, c'est l'hydrogène. C'est ça qui va remplacer l'essence, à terme. Une économie basée sur l'hydrogène est une bonne idée en théorie. Mais en pratique, les difficultés sont nombreuses. C'est un peu le problème de l'œuf et de la poule. L'industrie rechigne à investir massivement dans la technologie de la pile à combustible parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour produire et distribuer de l'hydrogène à bas prix. En même temps, cette infrastructure ne se crée pas parce qu'il n'y a pas de demande. Alors comment faire? Sans compter que des deux côtés, il faudra de grandes avancées technologiques. La pile à combustible, la production d'hydrogène, le transport et le stockage. Tout cela reste à inventer. Actuellement, il faut 10 à 20 litres d'essence pour fabriquer assez d'hydrogène pour rouler autant de kilomètres qu'avec 4 litres d'essence. En l'état, l'hydrogène ne présente donc aucun intérêt. Pour l'hydrogène, il faudra attendre au moins 40 ans. Au moins 30 ou 50 ans, minimum. Le principal inconvénient de la biomasse, c'est son efficacité très réduite.
Selon plusieurs chercheurs américains de renom, au final, l'éthanol fournit moins d'énergie que sa fabrication n'en a consommé. Les quantités d'éthanol et de biodiesel qu'on pourrait produire sont très limitées. Ça ne remplacerait qu'une infime partie des combustibles qu'on consomme aujourd'hui. Prenez la production de biodiesel, montez-la au maximum et multipliez ça par 10. Ça ne sera jamais qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à tout ce que le pétrole couvre comme besoin. Combien de terres agricoles va-t-on transformer pour produire du carburant? Quel niveau de faim dans le monde est-on prêt à supporter si on opte pour les agrocarburants? L'énergie nucléaire sera chère. Tout ce qu'on a expérimenté au cours des 20 à 40 dernières années dans le domaine du stockage des déchets, surtout en Europe où il y a beaucoup de débats autour de ces questions, tout cela a besoin d'être repensé. La population s'inquiète du risque d'explosion et autres incidents nucléaires. Il y a aussi la menace terroriste. Pour remplacer tous les combustibles fossiles qu'on brûle aujourd'hui dans le monde, soit 10 terawatts, il faudrait construire 10 000 très grosses centrales nucléaires. 10 000. Et même si on les faisait marcher à l'uranium-235, les réserves mondiales d'uranium seront épuisées dans 10 ou 20 ans. Donc au mieux, ce serait une solution de transition. L'énergie éolienne est à la mode et elle est viable économiquement. Mais étant donné son caractère intermittent et sa faible densité énergétique, elle ne pourra jamais couvrir qu'une faible part de nos besoins. Quand on parle de l'éolien et du solaire, en fait, c'est tout petit. Can we turn that on a little bit more? Oh yeah. Okay. So here, this is actually an artificial light. In sunshine, this does the same thing. And so this little machine is converting light directly into electric power. It'll convert 10 or 12% of sunlight directly into electric power. And we do have the technology to know how to do this? We have the technology right now. We know how to do it. Yes, we don't build these big power plants tomorrow morning, but we know how. It takes a lot of development of equipment and so on. But we know how to do it now. La quantité d'énergie solaire qui frappe la Terre est égale à 20 000 fois notre consommation d'énergie fossile. Nous sommes inondés d'énergie solaire, mais on ne sait pas encore l'exploiter. Actuellement, le principal obstacle à l'exploitation de l'énergie solaire, c'est le coût. Pour produire une quantité d'énergie à peu près égale à notre consommation de combustibles fossiles, il faudrait couvrir la moitié de la Californie de panneaux solaires. Or, aujourd'hui, l'ensemble des cellules photovoltaïques fabriquées dans le monde ne doit pas couvrir plus de 10 km². Ce n'est pas infaisable, mais ça représente un énorme défi technologique. Il faut prendre en compte toutes les sources d'énergie. Mais même en les additionnant, il faut une sacrée dose d'optimisme pour croire qu'ils pourront un jour fournir la quantité et la qualité d'énergie qu'on a avec les combustibles fossiles. La demande mondiale tourne actuellement autour de 25 à 30 milliards de barils par an et croît à une vitesse alarmante. C'est bien là tout le problème. La demande tellement énorme qu'on ne voit pas ce qui pourra remplacer de tels volumes de pétrole.
Il y a beaucoup d'idées qui circulent, mais une idée reste une idée tant que personne n'essaie et montre que ça marche, avec ou sans effet secondaire, ou que ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle la recherche. Mais on n'en fait pas actuellement. On ne peut pas revenir en arrière. L'évolution va toujours de l'avant, on ne régresse pas. On ne reviendra pas à l'époque de la ferme parce que l'évolution a suivi un autre chemin. On est obligé de s'adapter aux nouvelles conditions. Il est fort peu probable qu'une fois de l'autre côté du pic de Huber, on puisse garder le même mode de vie qu'aujourd'hui. Le pétrole était tellement bon marché, tellement facile à obtenir. C'était très tentant, mais ça nous a conduit à adopter un mode de vie qu'on ne pourra pas maintenir. Le cheval a un charme que l'automobile n'a pas. C'est un être vivant. Et au fil du temps, une certaine affection naît entre l'homme et la bête. Là, on est environ à 15 km/h. On a connu une situation similaire à ce qui nous attend avec le pic de pétrole. En 1973, durant la guerre de Kippour en Israël, les pays arabes membres de l'OPEP ont décrété un embargo pétrolier contre les pays soutenant Israël. Immédiatement, on a vu des queues de plusieurs kilomètres devant les stations-service américaines. À l'avenir, l'Américain moyen ne pourra plus se payer un voyage en voiture ou en avion. Ce sera réservé à l'élite de l'élite, à 0,1% de la population. Un étudiant m'a demandé si ses petits-enfants pourront encore prendre l'avion. C'est une question pertinente, parce que la réponse pourrait bien être non. La majeure partie du trafic aérien s'arrêtera. Beaucoup de gens pensent que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Alors qu'en fait, c'est l'énergie bon marché, largement dérivée du pétrole. On finit par se demander ce qui est le plus réel, le marché financier ou les gisements de pétrole dans le sol. Et tout le monde arrive à la même conclusion, ce sont les gisements de pétrole. Le système financier regorge de pétrodollars. Si on les retire, il va forcément se contracter. Il n'y a pas une société cotée en bourse qui ne mise pas implicitement sur un pétrole bon marché. Or, cette époque-là est déjà révolue. Donc, presque toutes les entreprises cotées sont en fait surévaluées. Lorsque la communauté financière en prendra conscience, on risque d'assister à des réactions exagérées et à un effondrement de la bourse.
Ça me paraît fort probable. Je ne serais pas surpris que cela provoque une crise comparable à la Grande Dépression des années 30, voire pire, puisque la crise sera imposée par la nature elle-même et non par la spéculation boursière. I've taken a time span here from 5,000 years ago to the present to 5,000 years in the future. Now what we call recorded history began about 5,000 years ago. So what this shows is that this Washington Monument-like spike here is the episode of the fossil fuels, coal, oil, and natural gas, and every other kind of fossil fuel in human history. It's the most disturbing thing that's ever happened to the human species. It's responsible for our technological society, and in terms of human history, it's a very brief epoch. À l'époque du Christ, il y avait environ 300 millions d'individus sur la planète. À la fin du XVIIIe siècle, à l'arrivée du charbon, ce nombre avait doublé. Depuis l'apparition de ce bon vieux pétrole, la population mondiale a été multipliée par 6. Je ne pense pas qu'on puisse faire vivre la population mondiale actuelle, et encore moins celle prévue dans 20 ou 30 ans, sans la pétrochimie. Est-ce à dire qu'il faut revenir au niveau qu'avait la population mondiale avant le pétrole? Combien d'individus la Terre peut-elle faire vivre en l'absence de combustibles fossiles? Beaucoup de gens disent 1,5 milliard, voire 2 milliards. Généralement, on n'aime pas se tromper, mais là, je l'espère sincèrement, comme d'ailleurs tous les gens qui se préoccupent du pic de pétrole. Malheureusement, je pense qu'on a raison. Nous sommes confrontés à une situation sans précédent. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a tant de mal à l'accepter. On se dit qu'il y a forcément une solution. Quelque part, envisager cette situation, c'est contraire à notre nature. On n'aime pas penser à ces choses-là. On a toujours vu des stations-service, alors la plupart des gens se disent que ça va continuer. Le changement est très difficile à accepter, d'autant que rien de tel ne s'est jamais produit dans le passé. C'est un ensemble d'attitudes mentales, d'expériences et de comportements qui nous laissent totalement démunis face à une telle situation. On regroupe tout cela sous un nom, l'homme hydrocarbure, une espèce qui tire sa force du pétrole. Ses jours sont désormais comptés. Est-ce que l'Homo sapiens continuera de vivre, mais de manière plus simple? C'est une autre question. À l'heure actuelle, il nous manque la volonté politique. Non seulement aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale. Il manque la volonté politique de prendre conscience du problème et de l'affronter. Il y a peu de chances que les hommes politiques prennent les rênes. Il est plus facile pour eux de réagir à une crise au moment où elle survient que de prendre des mesures en prévision de cette crise. Rien ne se fera tant que les électeurs ne prendront pas leur téléphone pour dire à leurs députés « Vous devez agir et nous vous soutiendrons, quelles que soient les mesures que vous prendrez ». Or, ils ne le font pas.